Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est donc reparti pour une semaine sous le soleil, ça je vous le garantis. Il a nourri notre imaginaire quand nous étions petits. Plus qu'un auteur de romans, Jules Verne était un visionnaire. Il avait déjà prévu le réchauffement climatique et celui qui en parle le mieux, c'est Stéphane Salor. Retrouvons maintenant l'invité du jour. On a tous quelque chose en nous, non pas de Tennessee, mais de Jules Verne. C'est un auteur inscrit dans l'inconscient collectif. Et même si vous n'avez jamais lu un de ses livres, eh bien c'est comme si vous l'aviez lu, ça c'est certain. Jules Verne fait partie de notre vie. Et aujourd'hui, grâce à notre invité, l'auteur conférencier Stéphane Salor, nous allons découvrir une facette de Jules Verne, peut-être qui vous a échappé. Regardons. Le besoin de naviguer me dévorait, racontait Jules Verne. Dès son plus jeune âge, le romancier visionnaire arpentait les quais du port de Nantes où il était né. Les bateaux le fascinaient avec leur part de mystère et d'aventure. C'est une histoire d'amour, une passion qui l'a accompagné absolument toute sa vie et qui a jouxté exactement l'écriture de ses romans. Jules Verne a su introduire dans ses romans pour la jeunesse quelque chose de formidable, à la fois la science, la technique, le progrès et ce qu'on appellerait aujourd'hui une réflexion éthique sur les conséquences du progrès. Il attire l'attention de ses lecteurs sur les dangers quelquefois du progrès lorsqu'il est mal utilisé. Et un siècle après sa mort, Jules Verne stimule encore l'imagination de ses jeunes lecteurs. Jules Verne, plus actuel que jamais, Stéphane. Oui, et pas que pour les jeunes lecteurs, mais aussi les lecteurs de manière générale. Il faut savoir reprendre un Jules Verne en main aujourd'hui, oui. Sans une nostalgie de l'enfance, si on l'a lu enfant, sans une nostalgie strictement littéraire, mais en y cherchant des réponses à des questions qui sont celles de notre époque. Relire Jules Verne aujourd'hui, c'est réinterroger notre société. C'est ça. C'était un écologiste avant l'heure. Oui, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de la nature et qui demande à tous ses personnages de le faire. C'est quelqu'un qui met en garde dès le début de l'ère industrielle, puisque finalement c'est un auteur de cette époque-là, 1860 jusqu'à 1905, année de sa mort. Ouais. C'est quelqu'un qui met déjà le doigt sur les contradictions d'une société en fort développement et qui dit faites attention, ne prenez de la nature que ce dont vous avez besoin. Il n'a pas parlé assez fort malheureusement, parce que là c'est un petit peu... Oui, alors il n'a pas parlé assez fort et en même temps il est victime aussi du fait qu'on pense que c'est un auteur des machines, du progrès, c'est un moderniste, un industrialiste. Il décrit tout ça, il le fait avec force, mais en même temps il y a toujours un contrepoint très éthique en fait dans ses romans qui fait que c'est quelqu'un aussi qui met le doigt sur une planète dont il dit il décrit clairement qu'elle va commencer à souffrir du règne et de l'emprise de l'homme. Alors Jules Verne est connu dans le monde entier. On va quand même citer quelques ouvrages pour les personnes qui ne connaîtraient pas Jules Verne. Oui. C'est encore possible, peut-être plus grâce à vous aujourd'hui. 20 000 lieues sous les mers, Alors il y a deux ouvrages clés en fait pour comprendre Jules Verne. Il y a bien sûr 20 000 lieues sous les mers et l'île mystérieuse qui sont très liés puisque un est la suite de l'autre. Et vous avez bien sûr le très célèbre Voyage au centre de la Terre. Mais alors autour de ça, vous avez plus de 150 autres romans. J'en cite quelques-uns qui peuvent être aussi un peu connus. Le Tour du monde en 80 jours. Oui, mais je citerai volontiers les 500 millions de l'abbé Gomme, les Indes noires. On va revenir sur les Indes noires. L'Étoile du Sud, les tribulations d'un Chinois en Chine, Michel Strogoff, les enfants du capitaine Grant, etc. En fait, quand on en lit un et qu'on l'a aimé, on se lance dans une lecture variée, mais qui peut vous accompagner toute votre vie. Alors, Les Indes noires, justement, c'est l'ouvrage par lequel vous êtes revenu à Jules Verne, et grâce à l'auteur Michel Tournier. Oui, tout à fait. Vendredi ou la vie sauvage. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? C'était quoi l'échange avec Michel Tournier autour de Jules Verne? Parce que ça devait être passionnant. Alors, on est en 2004 et en 2005, une maison d'édition qui s'appelait Le Transborder préparait la réédition des Indes noires de Jules Verne. Pour les 100 ans, c'est ça? C'est ça, pour les 100 ans de sa disparition, absolument. Et donc, l'éditeur de l'époque me dit il faut faire une préface pour les Indes noires. Et j'ai demandé aussi à Michel Tournier, le roi des aulnes, etc., enfin, personnage absolument considérable, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas très longtemps, mais qui nous a quittés depuis, de co-préfacer avec lui, chacun de nous faisant un texte. Et donc j'ai relu Les Indes noires, je me suis dit, bon, je l'ai lu il y a un certain temps, je le reprends. Et en fait,
un peu, pas stressé, mais enfin un peu quand même. aiguisé de devoir signer cette préface à côté du grand Michel Tournier, je l'ai lu très différemment. Et je l'ai lu différemment parce que, en une seconde, il s'agit de la houillère d'Aberfoyle, qui est en nord de l'Angleterre, où on extrait du charbon dans des grandes quantités. C'est une houillère de plusieurs milliers d'ouvriers. Et du jour au lendemain, il n'y a plus de charbon. Les veines principales s'arrêtent, l'exploitation est terminée, la houillère se vide. Alors, il y a toute une histoire derrière que je ne vais pas détailler ici. Il faut il faudra le lire. Il faut le relire, ou le lire, parce que c'est pas le plus connu. Et en fait, j'y ai vu l'allégorie, la métaphore d'une société dans laquelle, en plein sursaut industriel, Jules Verne nous disait attention, parce qu'un jour, peut-être qu'il n'y aura plus de charbon. Peut-être que vous n'aurez plus l'abondance énergétique. Et vous voyez, aujourd'hui, on y est, on se pose ces questions. Il donne des réponses aussi sur l'énergie de l'avenir. Parce que ce soit les piles au cobalt sodium qui alimentent l'énergie du Nautilus, ou que ce soit des discussions entre ingénieurs et scientifiques où on dit que c'est l'hydrogène demain. La véritable source d'énergie de l'avenir, il pose ces questions sur un développement humain long, absolument. Mais ce qui est fou, c'est que c'est une métaphore du progrès, mais il utilise l'imaginaire justement pour toucher le lecteur. Oui, et ça dure encore. Tout à fait, parce qu'il part de personnages ce sont tous en général, alors soit des aventuriers, soit des intellectuels. Il mélange tous ces gens, il crée une communauté de vie au départ de chacun de ses romans, de gens qui ne sont pas toujours d'accord, de gens qui vont vraiment discutailler entre eux d'énormément de choses. Un panel de l'être humain. Exactement. Et il les pousse vraiment dans une aventure dans laquelle ils vont réagir et interréagir. Et en réalité, ce sont quoi les vrais héros verniens ? Ce sont d'abord des héros positifs, mais ce ne sont pas des héros béats devant le progrès. Oui, bien sûr. C'est des gens qui sont toujours un peu en retrait d'un mouvement général de la société parce qu'ils disent qu'il faut apprendre à le contrôler, il faut apprendre à rester raisonnablement dans la société. Donc il y a ce tempérament quand même chez les héros verniens, même un excessif comme Nemo. Oui, qui est l'homme le plus riche de la Terre. Qui est l'homme le plus riche de la Terre parce qu'il a accès, il le dit lui-même, à toutes les richesses abandonnées par la navigation et les hommes depuis toujours dans les océans. Même Nemo dit à ses visiteurs à bord de son bateau, mais je ne prends de l'océan que les richesses dont j'ai besoin pour construire mes projets et pour nourrir mon équipage. Je ne prélève rien de plus. Et tout ça fait que cette posture, elle est agréable. Elle est agréable à relire aujourd'hui. Et on peut aller dans tous les autres recoins de l'œuvre de Jules Verne. On trouvera toujours ces individus qui ont un penchant à la modération et à la frugalité, finalement. Vous avez une préférence dans l'œuvre de Jules Verne, un titre ? Moi, c'est mystérieux. Mais vous, ça serait quoi ? Tout à l'heure, je parlais des 500 millions de l'abbé Gomme. Là aussi, l'héritière d'un très grand Maharaja en Inde meurt et elle laisse deux légataires. Un industriel allemand fou de sidérurgie et un médecin français qui, lui, veut créer la cité idéale. Et ils se retrouvent côte à côte. Et au-delà de la métaphore, là aussi, de la lutte du bien contre le mal, on y retrouve les conditions de la guerre chimique. Oui. De la dictature d'un travail industriel totalement asservi par des projets politiques. Et de l'autre côté, on y retrouve aussi la volonté de composer une société un petit peu utopique, un petit peu nouvelle. C'est un combat de géants, de titans, cette œuvre. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle pose bien, de toute façon, des forces et des courants contraires toujours en lutte. Alors, on a parlé beaucoup de Jules Verne. On va parler un petit peu de vous avec le questionnaire de Proust. Vous êtes prêts, Allez, allons-y. Quel est votre mot préféré ? Ah, mon mot préféré, c'est l'empathie. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie ? C'est de réaliser des choses qui puissent réellement être utiles et intéresser les gens. Pas être trop dans mon coin. C'est bien, ça, vous partagez. Ça va avec l'empathie à la fois. Tout à fait, c'est lié. C'est ça. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? À l'inverse. Voilà, c'est-à-dire les gens qui font rien et puis surtout qui critiquent les autres. Voilà, la critique est facile. Quel est votre héros ou héroïne préféré ? Le plus grand des Marseillais, celui qui est connu dans le monde entier, celui qui a fait de Marseille une capitale intellectuelle, même si c'est un héros un peu mythique et littéraire, c'est bien sûr le comte de Monte Cristo. En quoi aimeriez-vous être réincarné ? Quelque chose qui prend de la hauteur, qui est en haut, quelque chose qui vole. Un oiseau, peut-être. Un oiseau, par exemple. Peut-être. Et quelle est votre devise ? Il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Guillaume d'Orange.
Merci beaucoup Voilà. Stéphane. J'ai eu Merci, beaucoup de plaisir Karine. à échanger sur Jules Verne. Je pense que je vais aller le relire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Je vous laisse avec la musique tranquillement. Voilà. Merci Karine. Merci Karine. Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la copie du calife. Dieu que cette fille a l'air